Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Plus d'un an maintenant que la loi contre les discriminations raciales a été adoptée en Tunisie. Djamila Debeche Xixi, seule députée noire au Parlement tunisien, est l'une des activistes qui s'est battue pour. Son portrait est à suivre dans cette édition. Regain d'activité du marché monétaire interbancaire de la CEMAC au premier semestre 2019. La masse monétaire a connu une hausse de 44 milliards de francs CFA qui s'expliquerait par des réformes initiées par la Banque centrale. Et la relance de la transformation industrielle est prévue pour 2020 au Ghana, une stratégie indispensable pour faire face à l'instabilité du marché pétrolier qui devrait orienter le pays vers une croissance à la baisse en 2020 pour se situer à 5,4% contre 7,3% actuellement. Mais tout d'abord, ce 29 novembre a été marqué par le 41e vendredi de mobilisation populaire en Algérie. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre, la mobilisation ne faiblit pas, ce qui pousse à s'interroger sur le possible taux de participation à ce scrutin. Les manifestants continuent de réclamer le départ du régime en place et de contester les 5 candidats en lice. La libération des personnes arrêtées en lien avec le mouvement Irak a également été réclamée ce vendredi. Il y aurait près de 140 personnes détenues actuellement. La Tunisie a adopté en octobre 2018 une loi contre les discriminations raciales, une première dans ce pays où les actes racistes contre la minorité noire restent nombreux. L'adoption de cette loi et notamment le combat d'une femme, Djamila Debeche Xixi, seule députée noire au Parlement tunisien. Son portrait avec Siamlo Victoria Sedji. La Tunisie est le premier pays arabe à criminaliser la discrimination raciale depuis octobre 2018. Derrière ce fait historique se cache un travail immense réalisé par l'une des activistes tunisiennes les plus atypiques, Djamila Debeche Xixi, tunisienne et seule femme noire députée au Parlement. Militante des droits civiques et très engagée contre le racisme anti-noir ancré en Tunisie, Djamila Debeche Xixi a apporté une autre révolution. Nous avons réussi, Dieu merci, mais c'était un combat très difficile et ça m'a fait beaucoup d'énergie de parler de ça. Et c'est pour la première fois que la question de discrimination raciale basée sur la couleur ou sur la religion qui est devenue un débat plus haut qui a touché la communauté, disons, d'élite politique. Et après 3 ans, on est arrivé à convaincre tout le monde de la cause et que nous avons vraiment besoin de ces textes juridiques. Djamila Debeche Xixi est aussi la présidente des femmes du Parlement panafricain. La seule femme noire, députée tunisienne du Parlement, veut croire à un changement radical de la situation des Noirs et des femmes en Tunisie, 2 catégories sociales fragiles qu'elle représente. Toute ma vie, j'ai mené un combat pour exister, pour être à l'administration tunisienne une femme cadre. Et ça devient plus difficile quand vous demandez des postes de pouvoir. C'est un combat que toute femme doit mener pour arracher sa place. Les Tunisiens noirs représentent 15% de la population. Leur très faible représentativité en politique et dans les médias est un combat qu'elle mène en urgence. La seule députée noire veut ainsi contribuer à briser les barrières culturelles et mise sur tout son poids pour faire pression sur la société et les décideurs politiques. Également dans l'actualité, le Togo s'affaire à la refonte des listes électorales avant l'élection présidentielle qui se tiendra entre le 19 février et le 5 mars 2020. Depuis ce vendredi, tous les jeunes en âge de voter et tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les dernières opérations de recensement ont la possibilité de se présenter dans les centres de vote pour se faire enrôler. Cette opération de révision prendra fin ce dimanche 1er décembre. Au Soudan, le droit des femmes a été limité pendant plusieurs décennies, un fait que le nouveau gouvernement en place avait promis de rectifier. C'est chose faite depuis le 26 novembre. Le nouvel exécutif a annulé une loi controversée restreignant le droit des femmes depuis près de 30 ans. Les explications de Corinne Kamsefehem et de Siamlo Victoria Sedji.
C'est une victoire décennale pour le mouvement féministe du Soudan. Réunis en conseil ministériel le mardi 26 novembre, les membres du nouveau gouvernement soudanais ont décidé d'annuler une loi restreignant les droits des femmes. Une réponse aux cris des Soudanaises qui, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, se sont une fois de plus mobilisées pour porter leurs revendications. Beaucoup de femmes ont été fouettées et humiliées à cause de cette loi honteuse. Avec cette décision, le Soudan s'oriente maintenant vers une nouvelle vie dans laquelle les femmes peuvent jouir de la dignité. L'arrivée au pouvoir de l'ex-président Omar el-Béchir en 1989 a coïncidé avec le durcissement de la loi islamique. La société civile affirme que la loi sur l'ordre public a été utilisée comme une arme, notamment dirigée contre les femmes. Tout au long de la révolution qui a abouti au renversement d'Omar el-Béchir en avril 2019, les femmes ont occupé les premiers rangs dans les manifestations. C'est avec une grande joie et un grand soulagement que nous avons accueilli l'abolition de cette loi infamante sur l'ordre public contre les femmes. C'était une véritable insulte, c'était une véritable menace à la dignité de la femme et à sa liberté et à sa sécurité. Un modèle pour les autres femmes, dans les autres pays d'ailleurs, que ça a été un combat qui a été pris en charge par les femmes elles-mêmes. Elles ont été à l'avant-garde de l'abolition de cette honteuse loi. Le gouvernement de transition conduit par Abdallah Hamdok est donc en voie de gagner son pari, reconnaître les droits de la femme et l'impliquer dans la gestion publique. Avant la décision du conseil ministériel, la formation du gouvernement en septembre avait déjà fait de la place à quelques femmes avec Asma Abdallah au ministère des Affaires étrangères. Mais ce sera certainement la nomination de Neymat Abdullah à la tête du système judiciaire du Soudan qui aura davantage marqué les esprits. Le marché monétaire interbancaire des 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a connu un regain d'activité au premier semestre 2019. La masse monétaire a connu une hausse de 44 milliards de francs CFA, une performance qui s'expliquerait par le redressement progressif de la politique monétaire appliquée en zone CEMAC. C'est un sujet de Nélé Claude Ebessa et de Philomène Tiné. Les transactions sur le marché interbancaire de la Banque des États de l'Afrique centrale au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, ont progressé de 44 milliards de francs CFA pour se chiffrer à 317 milliards de francs CFA en juin 2019. Cette tendance haussière observée sur une période d'un mois au regard des 273 milliards de francs CFA enregistrés en mai 2019 est imputable aux mesures appliquées sur le marché interbancaire tant au niveau national que régional et même entre les différents groupes bancaires. Les États ont pris diverses mesures en recourant aux facilités offertes par le Fonds monétaire international pour redynamiser le secteur économique de manière générale. Les autorités au niveau de l'Union monétaire d'Afrique centrale ont pris un certain nombre de mesures pour assurer un meilleur encadrement de l'interopérabilité et de l'interbancarité, notamment en ce qui concerne les paiements. Depuis la segmentation du marché monétaire en 4 domaines d'intervention, le compartiment interbancaire ne cesse d'accroître. Sur une période allant de juin 2018 à juin 2019, la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que le volume de transactions interbancaires a respectivement évolué de 187,7 milliards à 552,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 266,9 milliards de francs CFA. Au terme de l'année 2019, la tendance va rester haussière, au-dessus des 250%. Il y a un nouveau cadre opérationnel de la Banque centrale qui a démarré en 2018. Peut-être ce nouveau cadre est celui qui vraiment favorise aujourd'hui cette santé et cette performance du secteur interbancaire. Ces performances positives sur le marché interbancaire de la CEMAC, selon les experts, encouragent les économies sous-régionales qui traversent depuis 2014 l'effondrement de leurs revenus pétroliers qui ont entraîné la fonte des réserves de change. Le Ghana prévoit de relancer sa transformation industrielle en 2020. L'installation de ces industries permettront de générer des emplois qualifiés pour les jeunes, de remplacer les importations, d'accroître les exportations et d'améliorer la balance des paiements ainsi que la sécurité et la qualité du système des transports dans le pays. Aïssatou Bari. En 2020, le Ghana prévoit de mettre en œuvre ces initiatives stratégiques dans le but de relancer la transformation industrielle du pays. Ces initiatives concernent l'industrie textile,
l'amidon industriel de manioc, les huiles et les graisses végétales dont l'huile de palme. Le développement du secteur industriel est plus que important, en ce sens que c'est le secteur qui crée plus de valeur ajoutée. Et donc, il va falloir que le pays relève un certain nombre de défis liés à la compétitivité, liés à l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements directs étrangers, au capital humain et à l'approvisionnement des intrants afin de créer plus de valeur ajoutée et résoudre les problèmes de chômage. La relance de l'industrie est indispensable pour l'économie du Ghana. L'industrie du textile ne compte plus que 3 entreprises contre une dizaine il y a à peine 20 ans. Le secteur employait quelques 30 000 personnes contre 3 000 actuellement et ne représente plus que 0,4% du produit intérieur brut. Le développement de l'industrie du textile reste un défi entier. L'exploit du Ghana qu'on observe depuis un certain moment est une bonne chose à encourager. Mais aussi faut-il ajouter que pour que le Ghana continue par exister sur ce marché, il va falloir agir sur un certain nombre de facteurs, notamment l'approvisionnement en intrants, compétitivité à gagner en termes de coûts de production. Une dizaine d'industries d'ancrage stratégique sont actuellement en développement dans le pays. Pour venir en aide au secteur du textile, le gouvernement a mis en place des mesures fiscales. Une mesure qui devrait coûter 40 millions de cedi par an à l'État, soit environ 7 millions d'euros. 300 000, c'est le nombre de personnes en attente de logement pour la seule ville du Cap en Afrique du Sud. Les prix des logements sont parfois exorbitants pour certaines tranches de la population et la question de l'habitat reste une épine dans le pied du gouvernement malgré la mise en place de plusieurs programmes. Zara Mohamed-Metio. Le Cap, 4 millions d'habitants, est souvent cité comme l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Pourtant, elle est également considérée comme la 3e ville du pays où la ségrégation raciale est la plus marquée. Au cours des dernières années, dans la banlieue de Woodstock, avec l'augmentation des loyers, les résidents les plus pauvres se sont retrouvés obligés de quitter les lieux, comme Béville Lucas, 57 ans, qui réside aujourd'hui dans un hôpital désaffecté. We are in a city where the city lays claim to be a world-class city. Nous sommes dans une ville qui prétend être de classe mondiale. Mais dans cette ville de classe mondiale, ceux qui ont construit la ville et contribué à sa construction sont toujours déplacés vers la périphérie de la ville du Cap. Et nous nous opposons à cela. C'est quelque chose qui, à notre avis, peut être défait et devrait être défait. Les occupants de l'hôpital désaffecté, des familles expulsées, des sans-abri et des réfugiés qui ont commencé à manifester après la confirmation en 2017 de la vente à un promoteur privé d'un terrain inutilisé dans la très chic banlieue de Sea Point. Ils considèrent que cette terre aurait pu servir à la construction de logements sociaux. The occupation itself has never been designed for a living space. Cet endroit n'a jamais été conçu pour un espace de vie. Il a été conçu pour un hôpital. Nous l'avons transformé en espace de vie et nous avons également aidé les gens à savoir comment cette transition doit se dérouler. Mais aussi comment vivre les uns avec les autres dans un espace pas si privé et comment faire face aux défis qui en découlent. Il y a actuellement 300 000 personnes sur la liste d'attente pour un logement social au Cap. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.